Le jeune Michael est scotché devant le poste de télévision, subjugué par ce qu'il y voit. Les aventures du commandant Jacques Cousteau, qui part explorer les mers du monde entier sur son navire le Calypso, lui mettent des étoiles dans les yeux. Et jusque tard dans la nuit, Michael ne rêve plus que d'une chose, accompagner le marin au bonnet rouge dans ses incroyables expéditions. Du haut de ses 12 ans, il lui envoie même une lettre contenant une candidature spontanée pour un emploi comme mousse sur le Calypso. Plusieurs semaines, mois passent sans aucun signe du commandant. Se résignant à rester sans réponse, Michael se fait une promesse, avoir son propre bateau et partir explorer le globe. 40 ans plus tard, Mike Horn est sans aucun doute possible le plus grand explorateur moderne, l'homme qui a repoussé toutes les limites, en bateau, mais aussi à pied, à ski, en montagne, aux deux pôles, dans la jungle ou même dans le désert. Et si aujourd'hui une grande majorité du public connaît Mike Horn grâce à la télé ou même grâce à YouTube plus récemment, la vraie question qui se pose est qui est-il vraiment et qu'a-t-il accompli non seulement pour attirer l'admiration du grand public, mais aussi le respect de ses pairs. Commençons par le commencement. Mike est né le 16 juillet 1966 à Johannesburg en Afrique du Sud. Le père de Mike est joueur professionnel de rugby et sa mère est enseignante. Depuis tout jeune, son père l'encourage à s'amuser en plein air et à explorer. Pour vous dire, à 8 ans, il part de chez lui et rejoint la ferme de son oncle. Ça paraît anodin, sauf que même à 8 ans, Mike Horn était déjà Mike Horn et la ferme de son oncle se trouve à 300 km de là. Il y va donc à vélo, tout seul. Mike est un sportif déjà aguerri qui s'adonne à la pratique d'un nombre hallucinant de sports, du rugby au vélo en passant par le cricket, l'athlétisme ou même le tennis. Une chose est certaine, Mike n'aime pas l'école. Être assis sur un banc et rester enfermé à longueur de journée, très peu pour lui. C'est comme ça qu'il rejoint les forces spéciales sud-africaines en tant que lieutenant. Il y exerce de ses 18 à ses 20 ans. D'ailleurs, anecdote, dans le désert du Namib, au cours d'un échange de tirs, dans une situation un peu tendue, Mike perd une phalange, son doigt se coince dans la détente d'une mitrailleuse devenue incontrôlable et soulevée de terre à cause de l'explosion d'une mine. Vous allez voir que Mike et ses phalanges, c'est une sacrée histoire. Malheureusement, le héros de Mike, son père, décède des suites d'un cancer, alors que Mike n'est âgé que de 18 ans. Mike retourne à la vie civile et obtient un diplôme dans le domaine de la science du mouvement humain. Il est embauché par son oncle, qui est propriétaire d'une entreprise d'import-export de fruits et légumes. Et c'est là que les choses commencent à s'accélérer. Mike fait une affaire exceptionnelle, il fait le coup du siècle. Il revend pour 3 fois le prix une cargaison de choux. C'est pas très glamour dit comme ça, sauf que ça va permettre à Mike non seulement de s'enrichir, mais aussi d'avoir du coup un train de vie extrêmement confortable en Afrique du Sud. Maintenant, Mike a de l'argent, mais il s'ennuie. Vraiment, il a du fric mais il sait pas quoi en faire. Donc c'est très simple, un soir il organise une fête dans sa maison avec piscine etc, avec toutes ses affaires. Il demande à sa sœur, qui est avocate, de préparer des contrats. Et Mike fait en sorte que tous ses amis qu'il a invités à la fête repartent avec quelque chose qui lui appartient, ou plutôt qui lui appartenait. Mike décide de tout quitter, à commencer par son pays natal. Il prend ce qui lui reste d'affaires, c'est-à-dire un sac pour tout bagage, se dirige à l'aéroport, et prend le premier vol. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a embargo sur l'Afrique du Sud, à cause de l'apartheid. Le pays est coupé du reste du monde, et seulement 3 autres nations acceptent le passeport sud-africain à ce moment-là, à savoir l'Israël, l'Angleterre et la Suisse. Mike se rend à l'aéroport, regarde le panneau d'affichage, voit que le prochain vol c'est Johannesburg-Zurich, le voilà parti en Suisse. À son arrivée, c'est un peu compliqué, il enchaîne tous les boulots possibles et imaginables, de bûcheron à garde-rivière, en passant par moniteur de ski ou barman. Mike en arrive même parfois à dormir sous les ponts ou à voler de quoi se nourrir. Il passe de la classe supérieure, de la classe dirigeante en Afrique du Sud, à être obligé de voler pour subvenir à ses besoins. Il finit par s'installer à Château-d'Aix, où il devient gérant d'une auberge de jeunesse, et là, il va rencontrer Cathy, une infirmière néo-zélandaise, qui va devenir très rapidement son épouse. Leur première fille, Annika, née en 1993, et la deuxième, Jessica, un an plus tard, en 1994. Bon, on l'a déjà compris, Mike était fait pour l'exploration, il avait ça dans le sang. Que ce soit les 300 km à vélo pour aller chez son oncle, ou même les petites explorations qu'il faisait tout seul le matin aux premières lueurs de jour pendant les camping trips familiaux. Mike est définitivement fait pour ça, pour explorer, pour aller voir le monde. En 91, il se rend au Pérou avec des amis pour faire du parapente et de l'alpinisme, et d'ailleurs, en faisant du parapente non loin du Machu Picchu, il est victime d'un accident, il se crache,
manque de mourir, mais au lieu d'être découragé par cet événement somme toute traumatisant, Mike n'en repart que plus fort. Il rejoint en 1994 Sector No Limits, un équipage d'athlètes sponsorisé par la marque de montre italienne Sector. C'est à partir de là que Mike devient aventurier professionnel à 28 ans. Il en profite d'ailleurs pour descendre le glacier du Mont Blanc, mais en bodyboard. Mais c'est en 1997 que Mike Horn franchit un cap. C'est sa première grande expédition, celle qui va le faire changer définitivement de classe. Il a une idée en tête. Traverser l'Amérique du Sud sans assistance. Il s'élance donc des côtes péruviennes et atteint, après 600 km de marche, le sommet du mont Mismi à 5800 mètres d'altitude. De là, il monte sur son hydrospeed et s'envoie 6700 km de descente sur l'Amazone. Après 6 mois d'expédition, il atteint l'embouchure du fleuve au Brésil. Bon, on va tous être d'accord là-dessus, pour une première grosse expédition en solo, c'est quand même un sacré morceau. Mais je pense que vous avez commencé à comprendre un peu la psyché de Mike, ça lui suffit pas. Il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il fasse plus fort. Donc, évidemment, la prochaine expédition est encore plus dingue. Elle se nomme Latitude Zéro. Le concept est aussi simple qu'effroyablement compliqué. Mike Horn prévoit de faire le tour du globe terrestre, sans s'éloigner à plus de 50 km de la ligne de l'équateur. Et, évidemment, sans moyens motorisés. Un tour du monde, un vrai au sens le plus pur du terme. Ça fait quand même 40 000 bornes. Il commence son incroyable périple à Libreville au Gabon en 1999. Étape 1, traverser l'océan Atlantique en voilier, une formalité pliée en 19 jours pour le grand Mike. Étape 2, traverser l'Amérique du Sud à pied. Au cours des 5 mois qui suivent, il affronte des terrains aussi variés qu'impitoyables. La jungle, la montagne, les fleuves. Bref, les capacités surhumaines de Mike sont mises à rude épreuve. Étape 3, traverser l'océan Pacifique. 79 jours de combat maritime plus tard, il arrive à l'étape 4, traverser Bornéo et Sumatra à pied. C'est fait en 2 mois et demi. Étape 5, traverser l'océan Indien, 1 mois, check. Étape 6, traverser l'Afrique à pied, son continent. On ajoute 4 mois au total, qui s'élèvent donc à 17. 17 mois d'aventure autour du monde. Il a aussi eu le temps, au cours de cette petite sortie pédestre, d'être pris en otage par des militaires au Congo. Maintenant qu'il a réussi cet exploit totalement incroyable qui suffirait largement pour certains, bon, bah Mike il veut repartir à l'aventure et faire encore plus fort forcément. On a compris comment fonctionnait Mike. Mais dans le monde de l'exploration, pour accomplir des exploits aussi immenses, un certain nombre de facteurs sont à prendre en considération. La volonté, le courage, la force physique, etc. c'est pas un problème, Mike a tout ça, il est même un des meilleurs dans son domaine. Il l'a prouvé maintes et maintes fois maintenant. Mais pour sa prochaine aventure, que Mike veut polaire, il lui faut 2 choses. De l'entraînement et des sponsors. Et ça tombe bien, parce que les deux, finalement, vont se réunir. En 2001, Mike rejoint Jean Troyer et Erhard Loretan pour une traversée du Groenland. Juste avant son départ, il apprend qu'il est nommé aux lauriers mondiaux du sport. Devant choisir entre le Groenland et la cérémonie, il décline l'invitation. Après 2 semaines bloqué dans la tente par une terrible tempête, il appelle sa femme Cathy par le téléphone satellite pour faire le point. Elle lui explique que les organisateurs des lauriers du sport insistent grandement pour qu'il assiste à la cérémonie. Il lui répond, sur le ton de la blague, qu'ils n'ont qu'à venir le chercher sur la banquise. Cathy transmet le message pour faire comprendre que Mike n'est pas intéressé. Mais les organisateurs ne l'entendent pas de cette oreille, et ils envoient un hélicoptère récupérer les 3 compères au Groenland. Après un vol en jet privé et un vol en classe affaires sur un vol commercial, Mike arrive à Monaco, lieu de la cérémonie, et il gagne le titre de sportif alternatif de l'année. Il rencontre aussi, au cours de cette soirée de gala, des présidents de grandes industries, des grands patrons, notamment celui de Mercedes, qui va devenir son sponsor régulier depuis bientôt maintenant 20 ans. Bon, par contre, c'est bien mignon tout ça, mais son aventure au Groenland a été écourtée et Mike a besoin d'entraînement polaire. Parce que ce que Mike veut faire, c'est très simple. Rallier le pôle Nord en solitaire. C'est très simple sur le papier, c'est très simple à comprendre, mais c'est certainement un des exploits les plus difficiles possibles dans le monde de l'exploration. Mike va s'adresser aux meilleurs, tout simplement, Borge Ausland. Le Norvégien est une véritable légende de l'exploration polaire. Il prend Mike sous son aile, le loge quelques jours et lui transmet un maximum de son savoir. Mike fait faire une grande partie de son équipement sur mesure, et fort de ses échanges avec Borg et de son expérience groenlandaise, il s'élance à la conquête du pôle Nord. Mais rien ne se passe comme prévu. Il enchaîne les coups du sort. Par exemple, son lacet se défait. Ça paraît con comme ça, mais croyez-moi, quand il fait -50, ça ne l'est pas. Il ne peut pas continuer à skier avec le lacet défait,
et il ne peut pas ôter ses moufles hors de la tente sous peine d'engelure sévère. Il essaie en vain, pendant plusieurs minutes, de refaire son lacet avec ses moufles. Problème, il fait -60 ce jour-là, et ça fait trop longtemps que Mike est à l'arrêt. Il commence à sentir les premiers signes de l'hypothermie. Il enlève ses moufles, fait son lacet. L'engelure qui en résulte est extrêmement sévère. Mike poursuit son expédition, torturé par la douleur de ses blessures. Après plusieurs jours de lutte et de conseils médicaux lui imposant d'arrêter, Mike se voit contraint d'abandonner son rêve de pole. Il est secouru, puis traité. On l'ampute de l'extrémité des 3 phalanges. Je vous avais dit que Mike et ses phalanges, c'était une sacrée histoire. Mais si cet épisode aurait eu le mérite d'en refroidir certains d'entre nous, ce n'est pas le cas de notre explorateur évidemment. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, tout le monde la connaît cette phrase, ça n'a jamais été aussi vrai que dans ce cas précis. Mike prépare donc sa prochaine grande expédition. Celle-là se nomme Arctos, et le concept est toujours aussi simple, finalement Mike c'est pas quelqu'un de compliqué. Faire le tour du monde, mais cette fois-ci, par le cercle polaire arctique. Nous sommes en 2002, et Mike Horn est sur son voilier au Cap Nord. C'est le début de l'expédition Arctos. 20 000 km dans les conditions les plus extrêmes de la planète. Il se déplace à pied, à vélo, en kayak, à ski et à ski kite. 808 jours après son départ, Mike est de retour au Cap Nord après avoir accompli un des plus grands exploits de toute l'histoire de l'exploration. Pour reprendre ses mots, j'ai failli mourir dans l'eau glacée, j'ai senti les crocs des ours polaires contre mon visage, j'ai survécu à des températures de -60, j'ai eu les doigts, la figure et même les poumons gelés. L'Arctique est sans pitié. Tout ce que j'ai affronté était nouveau pour moi. Je n'ai trouvé le courage de surmonter certaines épreuves que parce que j'ignorais les souffrances qu'elles représenteraient. Ce bon vieux Mike brise des records à la chaîne, et surtout, il prend des revanches. Par exemple, le Groenland qui lui avait résisté une première fois, pendant Arctos, il a battu la traversée du Groenland en moins de 2 semaines. Mais il y a un autre objectif qui lui a échappé et qui lui a résisté, le pôle Nord. Il est temps de revenir, et plus fort. Et comme pour son tour du monde du cercle polaire arctique, qu'il avait réalisé à contre-vent et à contre-courant, il décide de se rendre la tâche encore plus ardue. Et c'est donc en hiver qu'il ralliera le pôle Nord. C'est impossible de réaliser un tel exploit en solitaire, et il part donc avec le maître, avec celui qui lui a tout appris, le Norvégien Borge-Ausland. Après 60 jours de combats surhumains dans l'interminable nuit arctique, Mike et Borg ajoutent un nouveau record à leur CV. L'année suivante, en 2007, ils montent 2 sommets de 8000 mètres sans oxygène et réalisent un trek de 3 jours entre la base de Bornéo et le pôle Nord, accompagné de son épouse et de ses filles. Au tour d'Annika et de Jessica de battre un record, à savoir les plus jeunes à faire un trek au pôle Nord. Elles ont alors 14 et 13 ans. En 2008, ils lancent le projet Pangea, comme le continent originel et comme son bateau. L'idée est un tour du monde par les 5 continents. À partir de 2009, il invite des jeunes entre 15 et 20 ans à le rejoindre sur son bateau pour prendre part à certaines étapes de son aventure. Le Young Explorer Programme est né. Après 4 ans d'expédition sur tous les océans du globe, de l'Antarctique au pôle Nord en passant par l'Amazonie ou même la Nouvelle-Zélande, Mike a fait ce qu'il attendait du commandant Cousteau 30 ans plus tôt. Il forme des jeunes sur un bateau. Petit aparté, Mike est coach mental pour l'équipe nationale de football allemande en 2014 pour la Coupe du Monde. Et devinez qui a gagné cette édition. En 2016, Mike lance un nouveau projet qu'il nomme Pole to Pole. L'idée est de faire le tour du monde en passant par les 2 pôles, en plusieurs étapes. Première étape, une traversée nord-sud de l'Antarctique, en solitaire et en autonomie. Armé de ses skis et de ses kites, il parcourt quelques 5100 km en 55 jours, en passant par des endroits jamais foulés par l'homme. Et puis au passage, bam, un autre record, celui de la plus longue traversée de l'Antarctique sans assistance. Après l'Antarctique, c'est au tour de l'Arctique de subir le courroux de notre bon vieux Mike. Il retrouve son compagnon polaire, Borge-Ausland. Cette fois, ils ne veulent pas seulement rallier le pôle Nord, ils veulent traverser l'océan Arctique, en passant par le pôle, quand même. Après 87 jours, 1400 km et bien des déconvenus, ils achèvent cet incroyable exploit. Cette expédition a eu une énorme couverture médiatique récemment, donc je vais pas forcément m'attarder dessus, vous pouvez vous renseigner très facilement en tapant dans Google. Il m'était impossible de réaliser une vidéo sur Mike Horn sans parler de Cathy Horn, son épouse et la mère de ses filles. Cathy, c'était le rock de Mike. Elle était son bras droit, et bien plus encore. D'infirmière à experte absolue en exploration. Un problème avec un visa, elle se démène et parvient à ouvrir les portes des autorités compétentes. Mike est bloqué et en danger aux abords du pôle Nord.
Ni une ni deux, elle met en place un plan de secours digne des meilleurs. Ce travail de l'ombre, bien que peu connu, est aussi considérable qu'important. Mais il y a aussi le quotidien. Être l'épouse d'un explorateur aussi intrépide que Mike, avec tout ce que ça apporte de fierté et d'adrénaline, mais aussi d'inquiétude et de sueur froide, et continuer à être là, tous les jours, comme un soutien indéfectible, est loin d'être une mince affaire. Il y a fort à parier que Mike Horn ne serait pas Mike Horn, et il ne serait pas devenu l'immense explorateur que l'on connaît aujourd'hui sans Cathy Horn. Cathy s'est malheureusement éteinte en 2015, des suites d'un cancer, laissant un vide immense dans les vies de Mike, Annika et Jessica. En 2015, Mike débarque dans tous les salons de France sur le petit écran. C'est à ce moment-là que le grand public le découvre, avec son accent si particulier et son CV époustouflant. Si la télévision peut être considérée par beaucoup comme une fin en soi, dans un milieu aussi élitiste que celui de l'exploration, ça peut être à double tranchant. Et mieux que mes mots, je vais reprendre ceux de Mike lui-même. La télé. Je pensais que ça risquait de jeter une ombre sur ma vraie vie d'explorateur. Je craignais le côté superficiel de la notoriété. J'ai franchi le pas, et finalement, ça n'a rien changé à l'homme que je suis. Mike est devenu l'explorateur préféré du PAF et des Français. Il anime The Island, émission au cours de laquelle il forme des apprentis aventuriers aux bases de la survie, puis à l'état sauvage et Cap Horn, dans ses programmes, il emmène des célébrités à l'aventure sur 4 ou 5 jours. Bien loin de perdre sa crédibilité d'explorateur, Mike a réalisé quelque chose d'immense. Il a fait rêver tout un pays. Et il y a fort à parier qu'aujourd'hui, quelque part dans son salon, un enfant regarde, les yeux pleins d'étoiles, la télévision, en s'imaginant parcourir le monde à son tour dans quelques années.